Et salutations chers camarades et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en continue la lecture de l'État nous rend-il meilleur par Ruven Augien. On continue la lecture du chapitre sur les inégalités économiques qui n'ont aucune justification morale. Aujourd'hui on va finir ce chapitre qu'on a commencé il y a 2 semaines. Et la dernière fois on a vu les 3 formes de justification classiques des inégalités, c'est-à-dire les justifications libérales. On a vu la libertarienne, la libérale sociale et la libérale individualiste. Puis on a vu une 4e justification qui n'est pas libérale, celle-là, c'est celle de Michael Walzer. On a vu pourquoi en fait les 4 sont fallacieuses, et maintenant on va passer à la suite du chapitre, et on va parler d'un sujet qu'on a évoqué dans la première vidéo sur ce chapitre, c'est-à-dire la vidéo d'il y a 2 semaines, et c'était la confusion de 3 formes de justice, la justice sociale, contractuelle et pénale. Mais avant ça, Augien il va nous expliquer d'où viennent ces confusions, et c'est quoi le rapport avec les inégalités. Alors déjà, il faut savoir un truc, c'est que bon, je pense que c'est évident, hein, que tout le monde est au courant de ça, c'est que les justifications des inégalités économiques, ça date pas d'hier. Déjà au 19e siècle, on utilisait des justifications biologiques, racistes et sexistes. Comment en fait justifier les inégalités entre les hommes et les femmes? Parce que les femmes étaient naturellement inférieures aux hommes, leur sexe était inférieur biologiquement parlant, et la même rhétorique était utilisée pour justifier la subordination, l'oppression, l'exploitation, l'exclusion et même l'élimination des non-blancs. Mais aussi des pauvres ou des minorités sexuelles qui sont toujours qualifiées de pervers sexuels. C'est d'ailleurs comme ça que le colonialisme et l'impérialisme étaient justifiés. Dans la note 40, Augien y mentionne le 2e tome des origines du totalitarisme par Hannah Arendt, qui parle de l'impérialisme et comment l'idéologie impérialiste du 19e siècle était justifiée. Comment peut-on en fait comment est-ce qu'on peut se donner le droit d'aller exploiter, torturer, exterminer, dominer des humains? Tout simplement en niant leur humanité. C'est-à-dire en fait que les non-blancs ont été classés comme non-humains. Soit c'est des animaux, soit c'est un 3e truc entre l'animal et l'humain, hein, c'est le sauvage, ni animal ni humain, mais entre les deux, et plus proche de l'animal que de l'humain, hein, bien évidemment. Et en fait, les dominés ont été réduits à seulement une fonction économique. Ils sont pas plus que des ressources, des matériaux qu'on exploite, comme du bois ou de la pierre. Et ce qui est intéressant chez Arendt, c'est l'explication qu'elle donne au racisme. Elle dit que le racisme, c'était en fait une explication d'urgence pour expliquer des rencontres choquantes entre les Européens et les autres peuples. Ces rencontres, c'était un peu un choc de culture, si tu veux. Le blanc va au Congo et il ne comprend rien de la culture locale, il en a même peur, et quand on a peur de ce qu'on ne comprend pas, on ne voudrait pas y être assimilé. Les Européens étaient genre, si je suis de la même espèce qu'eux, alors mon humanité ne vaut rien. Si vous êtes dégoûté en fait par le comportement de quelqu'un, vous allez vouloir vous en distinguer. Lorsque les personnes commettent des crimes horribles et inexplicables, un réflexe c'est de dire qu'ils ne sont pas humains. Mais c'est une chose d'exclure quelqu'un de l'humanité parce qu'il viole ou torture un enfant, c'en est une autre lorsque l'exclusion se fait parce qu'on ne comprend pas la lecture de quelqu'un, la culture de quelqu'un d'autre, ou parce qu'il n'a pas la même couleur de peau, le même sexe ou le même genre. Selon Arendt, le racisme, ça a été une explication du second type. Les Européens regardent des non-blancs de la même manière qu'on peut voir un psychopathe serial killer. On ne peut pas être considéré de la même espèce. Du coup, il fallait inventer des justifications pour se convaincre de la supériorité des Européens, comme ça leur idéal d'humanité ne serait pas remis en question. Arrive donc toute la pseudo-science qui cherche à hiérarchiser les races, les sexes et les genres. Oui, parce qu'en fait l'impérialisme ne s'applique pas seulement aux nations étrangères. Les impérialistes en fait utilisaient déjà des systèmes ou des mécanismes de hiérarchisation présents au sein de leur propre société. Entre les hommes et les femmes, entre hétérosexuels et toute forme de déviation sexuelle, entre les riches et les pauvres, etc. Même entre des blancs, il y avait des blancs plus purs que d'autres. Certains étaient de sang mêlé, alors que d'autres étaient la race pure et supérieure qu'il fallait à tout prix préserver. Et arrive donc le darwinisme social, hein, certaines sociétés sont meilleures que d'autres parce que leur culture est supérieure, parce que leur génétique est supérieure. On trouve en fait toutes sortes de sciences de l'eugénisme, comment identifier plutôt les bons gènes et comment les transmettre, et surtout comment s'assurer que les races inférieures ne transmettent pas leurs gènes, principalement à travers des stérilisations et des exterminations. Et le comble, c'est que ces actes, stérilisation et extermination, ils étaient souvent présentés comme de la charité. En gros, en fait, l'eugénisme, c'était il faut traiter l'humanité comme du bétail.
On peut penser aussi à la crânologie, une pseudo-science raciste qui consiste à mesurer la taille des crânes des personnes pour justifier leur infériorité. Un homme noir doit se faire exploiter au même titre qu'un animal parce que sa tête ne serait pas aussi grande que celle d'un homme blanc. On a même fait une crânologie pour comparer les hommes et les femmes. Et évidemment, c'était n'importe quoi. Ça n'avait aucune crédibilité scientifique, mais c'était courant comme justification. Et ça s'appliquait en fait un peu partout pour expliquer, justifier en fait toutes sortes d'inégalités. Si les riches étaient riches et les pauvres étaient pauvres, c'est parce que les pauvres, ils devaient avoir une biologie ou une génétique plus proche des animaux que les hommes civilisés. Du coup, forcément, ils ne peuvent pas gérer leur argent ou avoir de la discipline. Leur cerveau et leur corps ne sont pas équipés pour ça. Du coup, on n'est pas responsable de leur sort. Du coup, l'inégalité est justifiée. Si ces justifications biologiques aujourd'hui nous paraissent complètement folles et infondées, il faut savoir qu'elles n'ont pas disparu pour autant. Il y a des cas en fait où elles continuent à s'exprimer comme ça aussi explicitement, mais dans d'autres en fait elles ont morphé, elles ont pris d'autres apparences. Dans les années 1960, elles ont été remplacées par les infériorités culturelles. Il y aurait par exemple une culture de la pauvreté qui expliquerait pourquoi les pauvres n'arrivent pas à s'extirper de leur misère. C'est parce qu'ils ont développé tout un système culturel qui met en valeur des comportements qui renforcent la pauvreté et ils transmettent cette culture de pauvreté de génération en génération. Alors, il y a un truc qui est bizarre ici dans le bouquin parce que Augien, quand il parle de ça, il donne une note de bas de page, note 42, et dedans, il donne une référence qui est un livre qui s'appelle The Bell Curve, Intelligence and Class Structure in American Life par deux connards, parce que voilà, vous allez voir, c'est des connards, hein, les deux crétins qui ont écrit ce livre, Richard Herrnstein, donc Richard Herrnstein, et Charles Murray. Le livre il a été publié en 1994. C'est un livre qui veut expliquer la situation des pauvres par leur intelligence. Si les pauvres sont pauvres, c'est parce qu'ils sont moins intelligents que les riches. Ils ont un QI plus faible, et bien évidemment, vous allez trouver tellement de racisme et de sexisme dedans, puisque aux États-Unis, déjà, la majorité des populations noires vivent dans la pauvreté. Donc ça va être quoi leur conclusion? Que les noirs, ils ont un QI inférieur aux blancs, même si beaucoup de blancs vivent dans la pauvreté. Et ça va être pareil pour les femmes. Donc c'est un livre qui, heureusement, il a très très mal vieilli, et qui a été démonté phrase par phrase, mais il illustre bien comment déjà ces arguments sont bel et bien de retour et qu'ils restent en fait toujours basés un petit peu sur la biologie, sur le QI et tout ça, et donc on continue en fait de les justifier de les utiliser pour justifier les inégalités. Les pauvres, les non-blancs, les femmes, les LGBT, les immigrés, etc. sont juste biologiquement cons et inférieurs. Hannah Arendt, déjà au 19e siècle, en parlant du 19e siècle, elle a mentionné, donc Arendt elle n'a pas vécu au 19e siècle, c'est en parlant du 19e siècle, elle a mentionné que l'impérialisme, comme il voyait ces autres peuples comme inférieurs, et qu'il était donc impossible d'en faire des hommes civilisés, l'impérialisme, il disait que la meilleure chose à faire, c'est de les tuer une fois qu'on les exploite. Voilà, c'est ça en fait, la charité, quoi. Et Murray et Herrnstein, ils avancent en fait des dingueries similaires. L'impérialisme faisait des calculs coût-avantage et arrivait à la conclusion qu'essayer en fait d'améliorer la situation des indigènes était impossible. Le noir, peu importe à quel point tu veux le rendre civilisé, va toujours préférer vivre dans la boue ou dans la forêt, donc voilà, parce que c'est sa nature. Okay. Du coup, tout ce que tu vas faire, c'est claquer des ressources pour rien, à leur faire des écoles, à leur faire des hôpitaux, parce que en fait, si on fait des écoles et des hôpitaux, c'est bien pour que les gens deviennent indépendants. Je ne vais pas en fait investir mon argent pour faire un hôpital pour te soigner indéfiniment. Au bout d'un moment, il faut bien que tu fasses un peu attention à ta santé et que tu évites les comportements à risque. Mais si tu es incapable de faire attention à ta santé, moi, je ne vais pas continuer à claquer de l'argent dans tes traitements, à faire des dépenses que je pouvais éviter si toi, tu étais un petit peu plus prudent avec ta santé. Du coup, ça ne sert à rien. Le mieux serait juste d'extraire ce qui peut m'être utile de toi et puis te laisser crever. C'est ça, en fait, le progrès pour ces gens-là. Ceux qui peuvent améliorer l'humanité ont le droit de se servir de ceux qui la retardent et puis de les jeter une fois leur fonction terminée. Murray et Herrnstein, ils disent pareil concernant la sécurité sociale. Puisque les pauvres sont trop cons pour s'améliorer, leur fournir des biens et des services, ça ne résoudra pas le problème. Ils resteront pauvres, peu importe le nombre de programmes que tu vas lancer. Pour ces deux débiles, ces deux crétins,
le problème reste toujours un problème de QI, hein, un problème d'intelligence, hein, ce qui est ironique. Hein, parce que pour écrire ça, il faut vraiment être con, oui. Peu importe en fait combien d'argent tu vas donner à un idiot, pour eux en fait, voilà, peu importe, tu peux donner tout l'argent que tu veux à un idiot, il va toujours claquer cet argent dans des trucs débiles, et donc du coup il va toujours rester pauvre. Du coup il ne sera jamais riche, parce qu'un faible QI fera de toi quelqu'un d'impulsif. C'est un peu comme Jason dans la série The Good Place. Jason, en fait, c'est un personnage de cette série The Good Place, qui est un bro de la Floride, qui veut devenir un DJ, mais il est pauvre. Et il est présenté comme vraiment con. Genre le gars, en fait, il frôle l'handicap mental, tellement c'est abusé, en fait. Tellement sa connerie est abusée. Genre, c'est pas possible d'être aussi con. Et sa connerie est corrélée avec son incapacité à se contrôler, à être tout le temps impulsif, etc. Et comme par hasard, il est pauvre. Donc, si on suit le raisonnement de Murray et Ernstein, Jason ne peut jamais s'extirper de la pauvreté parce qu'il prendra toujours les mauvaises décisions. Il cherchera toujours la facilité, il pensera toujours au court terme, il ne pensera qu'à la satisfaction immédiate de ses désirs, bref, il agit comme un animal. Du coup, il ne pourra jamais percer. Il est trop con pour avoir de la discipline, penser à son avenir, à faire un compte épargne, se retenir d'acheter en fait des trucs qui ne servent à rien, comme des motos avec des autocollants de boobs. Et voilà en fait donc ça sert à rien en fait de vouloir l'aider parce que peu importe combien ce que tu vas l'aider, il va toujours rester con. Et donc du coup les auteurs de The Bell Curve, ils vont encore plus loin en fait, ils vont parler des femmes pauvres comme un exemple de Jason. Genre, il est irrationnel, par exemple, d'aller faire des bébés lorsque tu es pauvre et que tu n'es pas marié. C'est ce que font les femmes pauvres. Donc, conclusion, elles sont débiles. Forcément, leur QI est inférieur. Au lieu de se focaliser sur leurs études, de trouver un bon travail, bien évidemment un bon mari, et là, faire des gosses, non, elles préfèrent traîner avec des bad boys, tomber en cloque, et maintenant, elles vont réclamer de l'argent du gouvernement, ce qui va les maintenir dans la dépendance, et ça, c'est pas bien. Aider les pauvres, leur apporter une sécurité sociale, ça va en fait empirer leur situation, selon Big Brain, Murray et Ernstein, et ça va nous coûter de l'argent en plus, de l'argent qu'on peut donner en fait aux riches, puisque eux, ils savent comment le gérer et comment le dépenser. Donc le mieux, c'est juste en fait d'arrêter de faire des efforts inutiles pour faire des pauvres, pour que les pauvres puissent avoir une vie décente, on leur coupe en fait les vivres et ils n'ont qu'à se démerder. Donc voilà, les pauvres sont pauvres parce qu'ils cherchent la facilité, parce qu'ils n'ont pas en fait le goût de l'effort, ne veulent pas développer de discipline, etc., parce qu'ils sont juste trop cons. Alors, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait un truc qui est bizarre avec cette note de bas de page, où Ogien mentionne ce livre, parce que comme j'ai dit, en fait, il le mentionne lorsqu'il parle de la culture de la pauvreté, alors que Murray et Ernstein, ils parlent du QI. Ils donnent en fait une explication biologique, plutôt que culturelle, de la pauvreté. Ils mentionnent la notion de culture de la pauvreté, mais juste pour dire qu'ils ne vont pas en parler. Du coup, s'il fallait donner une autre référence concernant ce concept, il fallait en fait donner Oscar Lewis. C'était l'anthropologue qui a inventé le concept de culture de la pauvreté, qui était très influent dans les années 60. Mais Ogien, en fait, il va mentionner Lewis, mais ça va être au prochain chapitre. Mais on peut en fait dire deux trucs vite fait en fait sur c'est quoi en fait cette culture de la pauvreté ici. Donc en fait, Lewis, il a travaillé sur des familles mexicaines, et il a élaboré cette idée que les gens qui vivent dans la pauvreté, alors ils ne sont pas forcément plus bêtes que les riches, mais en fait ils vont développer une mentalité, ils ont développé des valeurs et des croyances qui les maintiennent dans la pauvreté. Par exemple, le fait d'être né dans un environnement pauvre, selon Lewis, va influencer ton estime de toi-même. Les pauvres se sentent comme inférieurs, comme des aliens, des indésirables, et donc ils se voient ainsi, comme des sans-espoir, des démunis, des faibles, des foutus, etc. Du coup, ils ne vont pas adopter les valeurs comme la persévérance, la discipline, le sacrifice, etc. parce qu'ils n'ont pas la mentalité qu'il faut. Ils ont plus une mentalité de victime, et cette mentalité va les pousser à rester dans la médiocrité. Une personne qui se victimise va toujours dire que faire des efforts pour arriver, c'est trop difficile pour elle, qu'elle n'y arriverait pas même si elle essayait. Du coup, à quoi bon? Mieux vaut se contenter du peu d'argent que je reçois de la Sécu et basta, quoi. Du coup, en fait, tout l'entourage, au lieu
au lieu en fait de t'encourager à développer la mentalité du guerrier, hein, du Tchad, qui sait ce qu'il veut, qui est prêt à se marier, fonder une famille, faire des sacrifices, ça, ton entourage en fait, ton entourage n'encourage que le wokisme, quoi. On retrouve d'ailleurs en fait les mêmes arguments pour exclure des minorités sous prétexte que leur culture est inférieure ou incompatible avec la culture dominante. On entend souvent cette rhétorique en France par exemple, contre les communautés musulmanes ou maghrébines. Si beaucoup en fait d'entre eux sont dans la précarité et la misère, c'est parce qu'ils n'ont pas assimilé la culture du travail assidu, le respect de la laïcité ou les droits de l'homme. On se permet en fait de déshumaniser des gens sous couvert de leur culture, comme lorsqu'on les traite de criminels ou de violeurs seulement par le fait qu'ils appartiennent à un groupe vulnérable. C'est pas raciste en fait si tu justifies les inégalités ou les exclusions sur la culture au lieu de la biologie. C'est ça en fait. Ces gens-là, ils pensent vraiment que si tu dis je t'exclus parce que ta culture et non pas parce que ta biologie, bah du coup c'est pas raciste. Mais en réalité, les gens qui font ça, qui vont chercher à justifier des inégalités par la culture, en fait, ils souhaitent le faire par la nature et la biologie. Ils ont un mépris envers les groupes vulnérables, et donc ils vont essayer de masquer leur xénophobie par des notions qui paraissent indépendantes de la biologie, et donc qui paraîtront pas racistes. Mais non, en fait. Et c'est la même chose avec les justifications morales. Lorsqu'on répondait aux racistes que leur science était du bullshit, ils ne remettaient pas en fait l'inégalité pour autant en question, mais ils lui trouvaient une autre justification, celle-ci, cette fois-ci morale. Si en fait la vie des pauvres n'est pas le fruit de leur biologie, alors ça doit être leur caractère moral qui est défectueux. L'immoralité est indépendante de la biologie, du coup on ne peut pas être traité de raciste si je dis les noirs et les pauvres sont juste immoraux, non? Et bien évidemment, hein, quand tu lui dis, bah non, tu peux pas dire ça parce que c'est toujours raciste, hein, là, il s'énerve tout seul et il commence à gueuler. Comment ça, je peux plus rien dire aujourd'hui, on ne peut plus rien dire, c'est le wokisme, c'est la censure, voilà, c'est le totalitarisme, voilà, le fascisme, c'est de gauche aujourd'hui, voilà. C'est les Michel Onfray, quoi. Donc voilà, c'est con, c'est stupide, mais tout ça pour dire en fait que ce genre de justification, ben c'est courant en fait. Même si on n'utilise plus des catégories biologiques comme ça, de manière très crue, pour justifier les inégalités, hein, pour justifier le racisme en fait, ben ces alternatives sont tout aussi racistes. Ce qui explique les inégalités, qui les maintient, et ce qui maintient en fait les plus défavorisés dans leurs conditions inférieures, c'est leur immoralisme, c'est leur paresse, c'est le matérialisme, c'est voilà, parce qu'ils sont frivoles, c'est le manque de persévérance, l'incapacité d'épargner, de remettre les plaisirs au lendemain, etc. Tout ça, voilà, c'est la culture de la pauvreté, mais c'est raciste. Voilà. Dire en fait que tout mettre sur un système de valeurs qui valorise les comportements qu'on vient de nommer, voilà, c'est toujours du racisme, c'est le racisme qui a morphé, qui cherche maintenant une autre manière de se justifier. Du coup, en fait, tous ceux qui sont contre la sécurité sociale, qui veulent l'abolir, ils disent en fait qu'en créant un État-providence, hein, une sécurité sociale, l'État va encourager la culture de la pauvreté, et ça c'est pas bien, machin chose, si les pauvres reçoivent de l'argent comme ça, parce qu'ils sont pas foutus d'en produire ou de le garder, bah eux ils vont dire que c'est ça qui est injuste et c'est ça qui est immoral. C'est en fait de donner de l'argent comme ça gratuitement à des gens qui sont pas foutus d'en produire parce que soit ils sont trop cons, soit parce qu'ils refusent en fait de travailler, machin chose, voilà. L'État en fait serait vu comme un traître. Il récompense les parasites paresseux en pénalisant les honnêtes travailleurs, voilà, enfin, les Nicolas, quoi, voilà. Donc, ça en fait déjà, on a vu en fait que c'est un argument que même des gens comme Kim Lika dénoncent dans l'article Left Liberalism Revised. On a déjà mentionné cet article, on a déjà en fait exploré un petit peu, et Augien le rementionne dans la note 41. Donc, même si en fait, voilà, Kim Lika, il rejette cet argument de l'abolition, en faveur de l'abolition de l'État-providence, on a vu aussi que Kim Lika, bien qu'il dénonce en fait ce genre d'attaque sur la Sécu, lui aussi il contribue à ces attaques. Ce qui est alarmant, c'est que ces réflexions, hein, si on peut les appeler ainsi, ils s'expriment mais sans complexe, sans le moindre doute ou la moindre retenue.
tout le monde en fait les prend comme acquises ou évidentes. Tout le monde semble croire que les inégalités sont justes parce qu'elles sont en fait une récompense du mérite et une sanction de la paresse ou une connerie du genre. Et c'est là qu'arrive en fait la confusion qu'on a évoquée tout à l'heure. Ces justifications moralisatrices des inégalités sont dues à la confusion entre les trois formes de justice. Donc là, on va citer Augien, il dit « Dans ces formes philosophiques les plus sophistiquées et les moins suspectes du conservatisme, il s'agit d'une application erronée des principes de justice pénale ou rétributive et contractuelle au domaine de la justice sociale ou distributive. » Donc c'est là qu'on revient à Kymlicka et tout le courant de pensée qu'il représente, le Locke egalitarianism, qu'on a déjà analysé la dernière fois, et on a dit que c'est à distinguer de l'égalité des chances, mais dans la note 43, Augien il donne une traduction. Il l'appelle l'égalité des options. Voilà, donc vous avez égalité des options pour Locke egalitarianism, et c'est à distinguer de l'égalité des chances. Comme on l'a vu la dernière fois, c'est un courant qui, même s'il se dit de gauche, fait pas mal de concessions à la droite conservatrice, puisqu'il admet qu'il y a une possibilité de justifier les inégalités sur des bases morales. L'égalité des options est en fait d'accord pour dire qu'il faut respecter la valeur de la responsabilité individuelle. C'est ça en fait qu'elle refuse d'abandonner, c'est cette notion de responsabilité, et c'est cette notion qui fait bander les conservateurs. Du coup, il faut essayer de présenter un égalitarisme qui ne soit pas antinomique avec la responsabilité, en contradiction avec la responsabilité. Donc, il critique l'idée de l'État qu'il faut en fait, genre les gens comme Kymlicka, ceux qui sont pour l'égalité des options, ils critiquent l'idée qu'il faut abolir l'État-providence, mais ils vont dire qu'il ne faut pas l'abolir, mais le limiter. Voilà. Après tout, en fait, même si la responsabilité est importante, quelqu'un ne peut pas être responsable à 100% de sa situation, c'est évident. L'État-providence intervient lorsqu'on est dans la merde à cause de circonstances qui ne sont pas de notre responsabilité, c'est-à-dire des circonstances causées par le hasard. Donc c'est là qu'on a en fait Ronald Dworkin et les égalitaristes des options, comme Kymlicka. Leur but, c'est de neutraliser le hasard. Tu n'es pas responsable de ce qui t'arrive par le hasard, mais tu es responsable de tout le reste. Or, c'est là qu'il y a la confusion entre les trois formes de justice. C'est dans ce tu es responsable de tout le reste. Selon Augien, si on arrive à montrer la confusion et expliquer pourquoi il ne faut pas confondre les trois justices, on peut objecter facilement aux justifications morales des inégalités économiques. Alors c'est quoi ces justices? Bon, déjà c'est des formes de justice, donc les trois sont valides et on est généralement tous d'accord pour vouloir les trois. Oui, il y a une justice pénale, une justice sociale et une justice contractuelle. La justice pénale, en fait, dans sa forme moderne, elle se base sur la notion de responsabilité individuelle. Lorsqu'il s'agit de punir, il faut punir un individu qui a été responsable des dommages qu'il a causés à autrui. Les peines doivent être bien évidemment proportionnées par rapport aux dommages causés à la victime. Donc, il s'agit ici d'actions unilatérales d'un individu sur les autres. Dans les cas où l'injustice causée est le fruit d'une action qui donne des avantages à un individu en causant des dommages à un autre, lorsque l'individu en est responsable, on estime que la justice appropriée, c'est la justice pénale. On inflige une peine ou une sanction à l'auteur responsable de l'action, qui peut prendre la forme d'une douleur, d'une incarcération et ou d'un dédommagement rendu à la victime. On a donc ici une justice individualiste, c'est-à-dire centrée sur l'individu. Les injustices sont le produit d'actions individuelles qui causent des dommages à d'autres individus ici. Mais il y a aussi la justice sociale, parce qu'en fait la justice pénale, elle n'épuise pas toutes les formes de justice. Et elle ne répond pas aussi à toutes les formes d'injustice. L'injustice, c'est pas uniquement une affaire d'action individuelle. La justice sociale, elle est globale ou holiste. Donc déjà, on a ici deux conceptions, ou plutôt deux approches de la justice. Dans la note 45, Augien mentionne Samuel Scheffler, Justice and Desert in Liberal Theory, donc la justice et le mérite dans la théorie libérale. Dans cet article, Scheffler il dit que le mérite correspond à la logique de la justice pénale. Retributive justice en anglais, rien à voir avec le mot rétributive en français, c'est un faux ami. Donc la notion de mérite ne peut être appliquée qu'à des actions individuelles. Lorsqu'on punit, on punit des individus.
La raison est claire. Il est injuste de faire porter la responsabilité d'un collectif sur des gens qui n'ont rien fait à part être membre de ce collectif, par exemple. Si je fais partie d'une équipe de foot, mais un soir mon équipe décide d'aller faire un braquage, le fait que je suis membre de l'équipe ne signifie pas que j'ai participé au braquage. Et même si j'y ai participé, je ne peux pas être puni de la même manière si j'ai juste fait par exemple le guet devant la banque ou la bijouterie pendant que eux ils braquaient en fait la boutique quoi. Ma peine sera différente de celui qui a menacé des gens avec un flingue quoi. Mais cette justice ne peut pas non plus s'appliquer à toutes les questions de justice. On verra en fait des situations où le mérite n'est pas si pertinent que ça. Dans les questions de redistribution des richesses par exemple, le juste n'est pas forcément déterminé par le mérite. Dans la justice sociale ou redistributive justice en anglais, ça va être d'autres critères. Selon Scheffler, cette justice fonctionne par une approche holiste de la société. Elle prend le système social dans son ensemble, tandis que la justice pénale, elle va adopter une approche individualiste. Donc là où la justice pénale en fait va porter sur des actions unilatérales des individus sur d'autres, la justice sociale, elle a pour objet, selon Augien, la redistribution des richesses dans un système de coopération enchevêtré où la part prise de chacun est extrêmement difficile à identifier et à évaluer. Donc ici, Augien reprend la thèse de Jean-Fabien Spitz dans son livre « Pourquoi lutter contre les inégalités » mentionné à la note 44. Spitz, il dit que la justice sociale n'est pas une justice qui se fait au niveau des individus, mais au niveau des institutions. La justice sociale, c'est avoir des institutions qui sont justes. Et selon Spitz, une institution juste est une institution qui garantit une égalité des conditions permettant à chacun de mener une vie autonome et digne. En gros, en fait, il parle d'une égalité des chances, à ne pas confondre avec une neutralisation ou une abolition du hasard. Ça, c'est le Locke egalitarianism qu'il a critiqué, et on a vu dans la vidéo précédente pourquoi. Donc Spitz cherche à neutraliser autant que possible les effets du hasard dans la vie des gens, mais c'est différent de vouloir abolir le hasard. Okay, abolir le hasard, c'est impossible, mais réduire le plus que possible les effets du hasard dans la vie des gens, c'est plus ça en fait qu'on devrait faire. Ça, c'est plus possible, c'est faisable, alors que abolir le hasard, c'est impossible. C'est-à-dire, en fait, Spitz veut corriger les inégalités liées à l'origine sociale, celles qui proviennent d'un héritage injuste, classe sociale, accès à l'éducation, conditions de vie, etc. Mais il ne prétend pas en fait abolir le hasard génétique ou les différences naturelles entre les individus, genre le talent, l'énergie ou la motivation. Il y aura donc en fait des inégalités qui peuvent être justifiées dans le cadre de Spitz, mais pas par le mérite, plutôt par... en fait, ces inégalités seraient justifiées tant que ces inégalités découlent d'une égalité des chances, c'est-à-dire en fait que lui, en fait, il va plutôt suivre John Rawls et il va dire que ce qui peut justifier ces inégalités, c'est qu'elles bénéficient les plus pauvres ou les plus défavorisés. Donc ce n'est pas le mérite. Donc déjà, il part en fait d'une égalité des chances. On peut dire en fait que égalité des chances, en fait, ça va justifier le mérite. Mais voilà, mais Spitz, il va plutôt suivre John Rawls et dire que en fait non, pas forcément. En fait, lui, il va dire que ce qu'il va faire, en fait, il va suivre une justification libérale et sociale des inégalités. Mais on a déjà critiqué en fait cette position, hein, mais elle a au moins en fait le mérite de ne pas considérer le mérite. Elle a le mérite de ne pas considérer le mérite comme critère pour évaluer si une institution est juste. Donc Spitz, il critique l'idée que les institutions devraient distribuer les ressources en fonction du mérite individuel, car celui-ci est largement influencé, enfin le mérite quoi, est largement influencé par des facteurs socio-économiques indépendants de la volonté de l'individu. Une institution juste ne doit pas récompenser uniquement le talent naturel ou l'effort personnel, mais veiller à ce que chacun ait une base équitable pour développer ses capacités. Ces talents ou ces efforts, en fait, ne sont justifiés que dans la mesure qu'elles permettent en fait, à chacun d'avoir une base équitable, justement, pour développer leurs capacités. Aussi, dans un système de coopération économique et sociale, il est donc extrêmement difficile d'identifier et d'évaluer la contribution spécifique de chaque individu. Nos actions sont enchevêtrées, comme on a vu dans la citation par Augien, et elles sont donc interdépendantes, ce qui rend illusoire toute tentative de redistribution de richesses en fonction d'un mérite individuel supposé. Si une institution elle fonctionne ainsi, elle suppose déjà que le mérite est une notion indépendante de l'institution.
Le mérite serait une notion pré-institutionnelle qui existe indépendamment des institutions sociales. Or, le mérite est une convention. Il n'a de sens que dans un cadre institutionnel, justement. Ce que nous considérons comme mérité est lui-même façonné par ces institutions et les attentes légitimes qu'elles créent. Donc la justice sociale, dans une perspective institutionnaliste, ne doit pas chercher à récompenser un mérite individuel préexistant. Une justice sociale doit seulement garantir l'égalité des chances. En gros, la justice sociale concerne ce qui est dû à chacun dans la redistribution des richesses et pour pouvoir vivre une vie digne et décente sans être exclu du système social ou économique. Et oui, ça va être un peu galère à évaluer parce que on ne peut jamais évaluer de façon parfaitement pointue les contributions de chacun dans la production de richesses, ou même s'il ne devrait y avoir que la contribution pour justifier si on doit redistribuer la richesse d'une certaine manière. Selon certains, par exemple, les criminels, même les pires, ont quand même contribué à la richesse d'une certaine manière, puisqu'ils permettent à plusieurs boulots d'exister. Il faut des juges, des avocats, des députés, des journalistes, des flics, des psychiatres, des matons, etc. C'est bien les criminels qui font travailler ces gens-là. Et ainsi, si on suit une approche fonctionnaliste de la société, chose qu'on a vu, beaucoup de conservateurs utilisent pour justifier en fait leurs inégalités, dans la vidéo précédente, d'il y a 2 semaines, on a vu qu'une façon de justifier les inégalités, c'est dire qu'elles remplissent une fonction dans le fonctionnement de la société. Elles contribuent à quelque chose d'essentiel. Mais là, du coup, si la criminalité permet à plusieurs de manger, la criminalité a une fonction nécessaire dans la société. Sans les criminels, beaucoup seraient au chômage. Donc les criminels contribuent au fonctionnement de la société, notamment la production de richesses. Ils ont donc droit à une compensation, à une partie de ces richesses-là. Ici, on voit bien qu'il y a 2 formes en fait de justice en place. Même si on va galérer à trouver avec précision la valeur qui correspond à la contribution d'un assassin à la richesse et qui lui revient du point de vue de la justice sociale, le criminel a quand même le droit d'être payé puisqu'il a contribué à la prospérité générale. Pour évaluer ça, on ne peut pas en fait prendre comme modèle la justice pénale, qui ne concerne que l'individu et ne peut qu'évaluer les dommages causés à la victime. Évaluer les dommages causés à une victime et la part de richesse qui revient au criminel parce qu'il a contribué à la prospérité générale, ça demande 2 méthodologies différentes. Citation. On ne peut évidemment pas calculer la part prise par le criminel dans la prospérité générale de la même manière qu'on évalue les dommages qu'il a causés à sa victime. Inversement, pour évaluer la part de chacun dans la production des richesses, on devrait peut-être éviter de prendre pour modèle le calcul des dommages causés par un criminel à sa victime. Donc voilà, parce que là, en fait, nous avons des différences fondamentales entre les 2 justices. On ne peut pas importer la méthodologie de l'une pour traiter les problèmes qui relèvent de l'autre. Et donc maintenant, on passe à la 3e, qui est la justice contractuelle. Concernant la justice contractuelle, en fait, on peut envisager 2 modèles concurrents. La justice contractuelle classique et la moderne. Donc c'est quoi la différence? Ogin, il dit, dans le modèle classique, le contrat est valide si toutes les parties concernées sont formellement consentantes. Dans ce qu'on peut appeler le modèle moderne, les clauses qui permettent d'invalider le consentement sont de plus en plus nombreuses. Tromperie délibérée, chantage, menaces, abus de faiblesse, etc. Et les marchandages collectifs ne sont pas exclus. Voilà, ici en fait on a 2 versions de la justice contractuelle qui sont très différentes dans leur rapport avec la justice sociale. La classique ne se contente que de chercher s'il y a eu ou pas un consentement formellement exprimé. En d'autres termes, si une action se fait dans le consentement explicite des 2 parties et qu'il y a des répercussions indésirables sur au moins un des 2, alors on est dans une situation... on n'est pas en fait dans une situation d'injustice, attends. J'ai dit que si une action se fait sans le consentement, sans le consentement explicite, là, on serait dans une situation d'injustice. Clairement, en fait, la version classique est plus compatible avec la justice pénale, puisqu'elle est centrée sur l'individu ici. Celle-ci, en fait, exprime l'adage « un marché est un marché ». Si 2 personnes font un marché, si je signe un contrat, alors j'ai consenti et accepté les termes du contrat. Tout ce qui m'arrive, conformément au contrat, est ma responsabilité. La version moderne, par contre, elle peut s'appliquer aux questions de justice sociale, puisque cette version,
Dans cette version, en fait, le consentement à lui seul ne suffit pas à protéger quelqu'un d'une injustice. Si j'ai consenti à subir un acte dégradant pour moi, pas parce que je voulais, mais parce que les circonstances ont fait que j'ai accepté, si j'ai consenti sous la pression ou les menaces ou pour échapper à une misère matérielle, ici mon consentement ne vaut pas grand-chose. Un exemple vient du livre de Sandel, Justice, mentionné dans la note 47. C'est une histoire vraie. Il s'agit de l'affaire Baby M, une affaire judiciaire aux États-Unis dans les années 80 qui a soulevé des questions éthiques et juridiques sur la gestation pour autrui, la GPA. Un couple américain, William et Elizabeth Stern, ils souhaitaient avoir un enfant. Mais Elizabeth ne pouvait pas en avoir. Du coup, elle et son mari ont décidé de recourir à une maternité de substitution. Ils ont trouvé une mère porteuse, Mary Beth Whitehead, donc une femme mariée et déjà mère de 2 enfants, et qui a accepté de porter l'enfant du couple Stern par insémination artificielle avec le sperme de William. Donc le contrat stipulait qu'après l'accouchement, elle abandonnerait tous ses droits parentaux en échange d'une somme de $10 000. Cependant, après la naissance du bébé, qu'on a nommé Baby M, en 1986, Mary Beth, elle a changé d'avis. Profondément attachée à l'enfant, qu'elle avait elle-même nommé Sarah, elle a refusé de respecter en fait le contrat et a décidé de garder le bébé. Elle s'est enfuie avec l'enfant et a cherché à cacher sa localisation au Stern. Les autorités ont finalement retrouvé un Baby M, Sarah, et l'ont confié au Stern. Et donc il s'en est suivi une bataille juridique à la Cour suprême du New Jersey qui était partout médiatisée. Donc les Stern, ils ont demandé la reconnaissance du contrat et l'adoption de Baby M, tandis que Mary Beth, elle réclamait la garde de sa fille. Au départ, le juge a validé le contrat de maternité de substitution et a accordé l'adoption à Elizabeth Stern en déclarant que Mary Beth n'était qu'une porteuse et que le contrat était légal. Cependant, Mary Beth a fait appel et en 1988, donc 2 ans plus tard, la Cour suprême du New Jersey a invalidé le contrat de maternité de substitution. Elle a jugé que le contrat violait les principes fondamentaux du droit de la famille et que la maternité ne pouvait pas être marchandisée. La Cour a restauré les droits parentaux de Mary Beth, mais elle a accordé la garde exclusive de l'enfant au Stern, jugeant que c'était dans l'intérêt de Baby M. Whitehead, donc Mary Beth, a néanmoins obtenu un droit de visite. Du coup, en fait, cette histoire, elle semble remettre en question la suprématie du consentement. Il y a des questions qu'on peut se poser sur le rôle du consentement. Est-ce qu'il peut légitimer tout et n'importe quoi dès l'instant que le consentement est prononcé ? Est-ce qu'on peut renoncer à des droits fondamentaux, par exemple? Une femme peut-elle renoncer à ses droits parentaux avant même d'accoucher? Il y a en fait d'autres facteurs qui entrent en jeu, comme l'intérêt de l'enfant, là, comme on a vu. La Cour a décidé en fonction du bien-être de Baby M et non uniquement sur la base du contrat. Donc voilà, il n'y a pas que le consentement qui règle l'affaire, en fait. La justice contractuelle, moderne, dit qu'il faut prendre en considération le contexte et les conditions dans lesquelles le consentement a été donné. Du coup, cette version dit qu'il faut protéger les plus faibles, justement, même si eux, ils donnent leur consentement pour certaines choses qui sont, qui peuvent être en fait dégradantes pour eux. Sinon, leur consentement sera juste le moyen pour des oppresseurs de les violenter sans avoir à en subir les conséquences. C'est comme dans les sociétés où le viol conjugal n'est pas reconnu. Des femmes acceptent d'épouser des hommes, d'entrer dans des relations contractuelles où elles sont en position de faiblesse par rapport à leur mari, puisqu'elles vont dépendre matériellement et socialement de lui. Et comme le viol conjugal n'est pas reconnu, ces femmes peuvent se faire violer, peuvent être juste un objet sexuel pour leur mari, qui peuvent les épouser juste pour avoir quelqu'un qui ne peut pas refuser de coucher avec lui. Et c'est donc en fait un moyen pour l'homme d'établir encore plus sa domination sur sa femme, parce que peu importe ce qui peut arriver, si elle se plaint qu'il l'a violée, vu que le viol conjugal n'est pas reconnu, soit on lui reproche, soit on va lui reprocher à la femme, on reproche à la femme de négliger les besoins de son mari, ou alors on lui dit t'as consenti au mariage, donc t'as pas à te plaindre. À part en fait l'aspect dégueulasse et misogyne de ses propos, ils mettent complètement de côté les raisons pour avoir accepté ce mariage. Dans une société où les femmes dépendent socialement et matériellement des hommes, c'est-à-dire qu'une femme pas mariée va devenir une paria dans sa communauté, et en plus elle ne pourra pas survivre matériellement, oui, en fait ces femmes vont consentir à la violence qui s'exerce sur elles. Du coup, la version classique de la justice contractuelle dit que puisqu'il y a consentement, on n'y peut rien.
tandis que la version moderne relie le consentement à son contexte. Elle dit que ce consentement est dû à une injustice sociale qui est le fait que les femmes dépendent des hommes, qu'elles n'ont pas le contrôle de leur corps, leur autonomie, etc. Donc la justice contractuelle moderne ne considère pas qu'un contrat est l'affaire uniquement des deux parties qui l'ont signé si ces parties en fait ne sont pas égaux. Donc comme dit Augien, le modèle moderne demande que la partie faible soit mieux protégée. Dans cet esprit, il reconnaît la légitimité du transfert de la négociation et de la gestion des contrats à des organisations collectives spécialisées, associations de protection des locataires, des consommateurs, contrôle syndical des contrats de travail, etc. La justice contractuelle moderne peut parfaitement se mettre au service des plus vulnérables sans transgresser ses principes de base. Donc la note 48, Augien rementionne encore une fois Walser et ses sphères de justice, et dedans il donne l'exemple des ouvriers et travailleurs qui doivent collectivement contrôler l'endroit où ils travaillent pour être véritablement autonomes. Mais cette protection est mieux garantie par des actions collectives plutôt que par des contrats ou des accords individuels. Il insiste sur le fait que le pouvoir au sein des entreprises doit être redistribué pour éviter une domination unilatérale des propriétaires. Il affirme que les décisions au sein des entreprises doivent être politiquement organisées et non dictées par le libre jeu du marché, quoi. Aussi, Walser critique l'idée du consentement souverain. La justice contractuelle classique fait du client ou le consommateur le roi. Cependant, la production ne devrait pas forcément dépendre des accords passés entre un consommateur et un proprio d'usine déjà. On peut voir la production et la consommation comme des phénomènes qui concernent tout le monde en fait, toute une communauté sur sa planification, sa distribution, son impact sur l'environnement, etc. Si des contrats autorisent la production et la consommation de biens de manière à détruire l'environnement ou retirer l'autonomie des travailleurs, ces contrats peuvent perdre leur légitimité. Donc, Walser, il suggère que les décisions sur les biens de consommation et plus largement sur l'organisation économique devraient être collectivisées afin de mieux représenter les intérêts des individus. Bon alors, avec ça, on sait plus ou moins à quel jugement correspond chaque justice. Lorsqu'on fait un jugement sur le juste gain, on pense à la justice sociale. Lorsqu'on fait un jugement sur la juste obligation, on pense à la justice contractuelle. Et enfin, si on fait un jugement sur la juste peine, c'est la justice pénale. Le gain, c'est quand on parle du travail, quelqu'un qui travaille, pas forcément qui a un emploi, mais qui contribue à la richesse ou la prospérité générale, a le droit de recevoir un gain. Pour que le gain soit juste, ça va être déterminé par un calcul propre à la justice sociale. Lorsqu'on parle de l'obligation, on parle des contrats. Il s'agit de déterminer la juste obligation qu'on a envers les autres. Donc on a envers les autres, si l'obligation demandée dans le contrat est raisonnable ou pas. Donc ici, on fait appel à la justice contractuelle. Finalement, la juste peine, c'est concernant les crimes et les délits. Ici, la justice, c'est déterminer la peine en fonction du crime ou du délit. Il faut qu'elle soit proportionnée aux dommages causés à la victime, et aussi il faut qu'elle soit proportionnée plutôt basée sur l'action de la personne. Donc là, on va juger l'action de la personne, donc on va faire appel à la justice pénale. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça? Comme on a dit, ceux qui cherchent à justifier les inégalités économiques moralement, ils confondent ces trois justices. Pour les conservateurs, puisque c'est surtout eux qui sont visés, toutes les questions de justice semblent suivre un raisonnement de la justice pénale uniquement. C'est-à-dire, tout est une question de mérite et de responsabilité individuelle. Or, ce qu'on va voir, c'est que, fort heureusement, la plupart des gens ne pensent pas comme ça, et semblent être intuitivement capables de faire la distinction entre les trois. Commençons avec la justice sociale. Lorsqu'on tente de justifier des inégalités, en brandissant des valeurs comme le mérite ou la responsabilité personnelle, on se dit par exemple que dans les pays les plus réputés pour bander à l'idée de ces valeurs-là, si on pose la question « qu'est-ce qui constitue un juste salaire ?», on doit s'attendre à avoir une majorité qui répond « le mérite ». Si on va aux États-Unis et on pose la question aux gens, on doit s'attendre à une majorité de réponses qui vont dans ce sens-là. C'est le mérite qui détermine le juste salaire. C'est ce qui expliquerait aussi les inégalités salariales. Un salaire, ça se mérite. Donc ceux qui méritent le plus auront le plus haut salaire, et ceux qui méritent le moins auront un faible salaire, quitte à ne pas pouvoir finir les fins de mois. Donc voilà, aux États-Unis, avec l'idéologie de la responsabilité individuelle pour les échecs et pour les succès, l'indicateur d'une juste redistribution matérielle sera normalement le mérite.
C'est ce qu'on appelle la méritocratie. Sauf que lorsqu'on passe aux enquêtes empiriques sur ces questions, c'est pas ce qu'on trouve. Selon Ogien, on trouve plutôt une répartition entre 3 règles ou 3 indicateurs pour évaluer le juste salaire plutôt qu'un seul, celui du mérite. Ce qu'on trouve, c'est certes, le mérite en fait figure parmi les 3, mais on trouve surtout aussi l'égalité et le besoin. Si vous pensez que l'indicateur qui domine, c'est le mérite, ben non. Selon les enquêtes, c'est surtout le besoin qui est l'indicateur dominant. Dans la note 49 jusqu'à 51, Ogien, il cite les travaux de Kalleral et Languin, voilà, qu'on a déjà mentionné la semaine dernière, et il se base sur plusieurs enquêtes sur qu'est-ce qui constitue en fait un juste salaire. Selon eux, la redistribution des richesses, enfin des salaires, pardon, comme dans la redistribution de plusieurs biens, il y a plusieurs principes de justice qui entrent en jeu. Un salaire, par exemple, n'est pas uniquement distribué selon le principe du mérite. Le mérite, certes, est un principe de justice à prendre en compte. Il faut qu'on paye chacun en fonction de ses efforts, mais il y a aussi le principe du besoin. Un salaire est distribué aussi selon une situation caractérisée par l'égalité des satisfactions des besoins, même si les mérites sont inégaux. Il y a aussi le principe d'égalité, qui veut qu'on ait en fait les mêmes droits, quels que soient nos mérites ou nos besoins. Ça aussi, c'est représenté dans la redistribution du salaire. Un salaire est avant tout un droit, avant d'être un mérite. Il serait absurde de dire qu'un droit se mérite. Ce n'est plus en fait un droit dans ce cas. Ogien écrit en les citant « Pour la plupart des personnes interrogées dans ces enquêtes, un salaire est juste d'abord celui qui permet à chacun de vivre décemment, indépendamment de tout couplage entre prestations et rétribution. » Donc voilà, ce qui constitue un juste salaire est indépendant de la prestation. Ce que tu reçois en échange de ton travail, donc ta rétribution, n'a rien à voir avec la performance ou ta prestation. Le mérite, en fait, joue un rôle très minime pour que le salaire soit juste. Et même lorsqu'il est évoqué, il n'est pas évoqué dans le même sens que les méritocrates l'emploient. Les conservateurs vont souvent utiliser le mérite au sens perfectionniste, c'est-à-dire qu'ils vont le relier à l'excellence. En fait, le mérite, il est lié à l'excellence chez le conservateur. Ta rétribution dépendra de l'excellence de tes contributions individuelles à un produit final. Mais ce n'est pas cette notion du mérite que les ouvriers et les employés utilisent lorsqu'ils parlent du mérite. Les ouvriers et les employés veulent bien être des méritocrates, mais déjà ils considèrent qu'ils ne sont pas payés à leur juste mérite précisément, qu'ils méritent de gagner bien plus que ce qu'ils gagnent. Pourquoi ? Parce que pour eux, le mérite n'est pas une question d'être excellent dans ce que je fais, mais ma disponibilité à accomplir des tâches sales, pénibles, dangereuses, insalubres, ennuyeuses, etc. On peut considérer que faire un métier dangereux mérite une fiche de paye bien plus grosse. Ça ne veut pas dire que tu es excellent dans ce que tu fais. Alors bien évidemment, il faut avoir un minimum de savoir-faire, il faut avoir des bases. Mais le mérite pour l'ouvrier, ça va être dans l'effort physique qu'il fait chaque jour, qu'il est dans les sacrifices qu'il est prêt à faire pour être disponible, par exemple. Si vous êtes infirmière, vous devez connaître. Le mérite, aussi, selon Keller Holz et Languin, je ne suis pas sûr de la prononciation, encore une fois, désolé, Languin et Keller Holz, ça peut avoir plusieurs définitions, en fait. Le mérite peut avoir plusieurs définitions. Pourquoi le mérite serait, par exemple, juste l'efficacité plutôt que la qualité d'effort mise dans une tâche ? Le fait d'être tout le temps disponible, par exemple, même si on ne vous appelle pas lors de votre disponibilité, le fait que vous êtes plus disponible qu'une autre personne peut justifier que vous ayez un plus haut salaire et que c'est considéré en fait comme du mérite. Donc le fait que ce mérite-là n'est pas compris dans votre salaire, ça c'est une injustice. Du coup, on voit que non seulement pour la plupart c'est avant tout le besoin qui détermine le juste salaire plutôt que le mérite. Un juste salaire est censé permettre aux travailleurs une vie décente où ils peuvent satisfaire leurs besoins. Donc déjà l'idée qu'un homme ne doit pas mourir de faim et de soif, qu'il a besoin de se réchauffer, d'avoir accès aux soins, etc., ça n'a rien à voir avec le mérite. Ce sont surtout des droits, en fait. C'est également le cas avec l'égalité.
On s'attend que les États-Unis vont être anti-égalitaristes, mais il se trouve que pas vraiment. Les ouvriers et les employés estiment qu'un juste salaire doit répondre à des critères d'égalité. Ceci est dû au fait que les ouvriers et les employés sont sensibles aux inégalités parce que ça les affecte directement. Quand vous galérez à finir les fins de mois et que vous êtes plusieurs et que vous savez que votre patron, lui, ne galère pas comme vous, vous comprenez la valeur de l'égalité et la nécessité de l'égalité. Et lorsque le mérite est mentionné, ce n'est pas dans sa version perfectionniste et individualiste du conservateur, mais plutôt lorsqu'il s'agit de faire des métiers nécessaires, mais ceux que personne d'autre ne veut faire. Donc en fait, les métiers qu'on méprise, mais qui sont des métiers sans lesquels notre vie serait un enfer, ne sont pas payés à leur juste valeur. On se croirait dans un système de caste hindou, où tout en bas de l'échelle, tout en bas de l'hiérarchie, tu as les intouchables, genre ceux qu'on ne veut pas en fait toucher parce qu'on ne veut pas se salir, les esclaves quoi, mais c'est eux en fait qui font tout le travail nécessaire pour que nous on arrive à avoir une vie décente. Alors que normalement ces métiers doivent être les plus payés si on veut être cohérent avec cette valeur de mérite. Donc tout ça pour dire que la plupart des intuitions des gens vont plutôt utiliser des principes de redistribution basés sur d'autres critères que le mérite, ou uniquement le mérite, et uniquement une certaine version du mérite. Donc pour citer Augien, ainsi même dans un pays aussi libéral que les États-Unis, la conception dominante semble plutôt égalitaire, peu sensible au couplage entre prestations et rétribution, et engagée envers une conception sociale non individualiste du mérite. Donc on retrouve en fait ces intuitions confirmées dans des études empiriques mentionnées à la note 52. Bon, Augien cite 2 études empiriques, il y en a une que je ne vais pas citer parce que, boycott, c'est parce que c'est une étude israélienne et qui parle de justice, donc voilà, faut pas déconner avec l'hypocrisie. L'autre étude, c'est sur les États-Unis, qu'on devrait en fait boycotter aussi, mais bon, parce que les États-Unis, voilà. Donc le titre de l'étude, c'est Doing Roles Justice, an Experimental Study of Income Distribution Norms. C'est fait par plusieurs chercheurs, et donc c'est une étude qui cherche à recenser les opinions des gens sur la justice distributive ou la justice sociale selon John Rawls. Et encore une fois, il y a des problèmes avec la justice comme équité de John Rawls, mais ici en fait la pertinence, c'est qu'elle n'est pas basée sur un seul principe, celui du mérite, mais plutôt plusieurs principes. Dans l'étude, on note 4 principes pour redistribuer les richesses: l'égalité ou l'équité, l'efficacité, le besoin et le mérite. Bon, il faut préciser que le terme intuition n'est pas très approprié dans ce contexte où on parle de Rawls, mais on peut l'utiliser parce qu'on cherche pas à être très pointu ici. L'expérience s'est faite comme ceci. Les chercheurs, ils ont demandé à 667 participants, très diversifiés. Il y a 397 femmes, 270 hommes, 291 blancs, 140 noirs, 142 hispaniques, 58 asiatiques et 36 d'autres ethnicités. Ils avaient en fait la tâche suivante. Ils devaient jouer le rôle d'observateurs extérieurs, chargés d'évaluer les politiques de distribution des revenus d'une société hypothétique. Donc cette société était conçue pour être neutre et inconnue, garantissant ainsi que les participants prendraient leurs décisions de manière impartiale. Donc on présente aux participants des distributions de richesses et ils doivent évaluer si ces distributions sont justes ou pas. Donc la société est divisée en 5 groupes, chacun recevant un revenu allant du revenu le plus pauvre au plus riche. Les différences entre les revenus vont varier selon le scénario de distribution. Il y en a 9 au total. On a proposé 9 scénarios de distribution et les participants doivent décider si les répartitions dans chaque scénario sont justes ou pas. Plus la répartition est égalitaire, plus le rapport entre le revenu le plus pauvre et le plus élevé est petit. Le minimum c'est 2.0 et le maximum c'est 9.0. Si le rapport entre le revenu le plus riche et le revenu le plus pauvre est à 2.0, alors c'est très égalitaire, c'est-à-dire lorsque le plus riche prend seulement le double du pauvre. Si c'est à 9, alors c'est très inégalitaire, le riche prend 9 fois plus le revenu du plus pauvre. Mais ceci est indépendant de la richesse totale produite, c'est-à-dire que dans une société très égalitaire, le revenu moyen est de 32 000 $. Alors que dans la société la plus inégalitaire, il est à 55 000. Donc une société inégalitaire peut produire plus de richesses qu'une société égalitaire. Donc voilà, on demande aux participants quel scénario est le plus juste en donnant une note de 0 à 10.
0, c'est répartition très injuste, et 10, répartition très juste. Et ils doivent dire pourquoi tel ou tel scénario est le plus juste. Et ce qu'on trouve, c'est que le mérite comme justification des inégalités, il n'apparaît pas toujours tout seul en fait. Il n'a pas la même importance, et il n'a pas la même importance chez tous les participants. C'est-à-dire que le mérite va souvent être équilibré avec d'autres principes comme le besoin. La plupart des participants y prenaient en compte à la fois l'égalité et l'efficacité, cherchant donc un équilibre entre les deux. Très peu, par exemple, optent pour un sacrifice total de l'une ou de l'autre. Personne ne choisit en fait le 9e scénario, par exemple, où on trouve aussi le 9e scénario où il y a carrément une explosion totale des inégalités, où tout est basé sur le mérite, quoi. On trouve aussi des variations de l'évaluation selon le genre, l'ethnie et aussi le statut économique des participants. Les femmes étaient plus égalitaires que les hommes, tandis que ces derniers donnaient plus d'importance à l'efficacité économique. Les minorités étaient moins influencées par le mérite que les participants blancs. En effet, c'était significatif chez les participants blancs, mais c'était beaucoup moins significatif chez les minorités qui étaient plus sceptiques vis-à-vis de l'idée que le mérite en fait explique les écarts de richesse. Donc on voit que les évaluations de justice sont beaucoup plus complexes que de plaquer le mérite partout. Mais ça ne veut pas dire que personne aux États-Unis ne va vénérer le mérite dans son sens individualiste. C'est juste que c'est pas les ouvriers, mais c'est surtout les riches qui font ça. Et oui, quand on compare les deux extrémités de l'échelle sociale, c'est là où on voit quelle conception du mérite profite le plus à quelle classe sociale. Comme écrit Augien, les plus riches sont moins sensibles aux inégalités et aux besoins de base et davantage au mérite entendu au sens de l'excellence des prestations ou des contributions individuelles au produit final. Les plus pauvres sont plus sensibles aux inégalités, plus exigeants sur les besoins et leur conception du mérite n'est pas contributive mais sociale. Voilà, donc comme par hasard, c'est les exploiteurs et les parasites qui parlent le plus du mérite dans le sens de l'excellence. C'est presque comme s'ils gaslightent les pauvres et cherchent à les faire culpabiliser pour ne pas remettre en question leur pouvoir, quoi. Donc on a deux conceptions différentes et on peut se demander laquelle choisir, celle des riches ou celle des pauvres. Disons comme Augien qu'on n'a pas de raison conceptuelle d'accepter celle des riches. Mais tout ça pour dire que la justice sociale, déjà, intuitivement, elle n'est pas comprise selon le modèle du mérite ou de la responsabilité individuelle selon les riches. Et c'est tant mieux. Le même est vrai aussi pour la justice contractuelle. Là aussi, ce n'est pas le mérite qui va jouer. La justice contractuelle, pour rappel, c'est tout ce qui concerne nos obligations les uns envers les autres et qui sont créées par des conventions passées entre les membres de la société. Les dettes dont on estime qu'il est juste de s'acquitter, les responsabilités civiles pour les dommages matériels qu'on a causés, etc. Dans tous ces cas, dans toutes ces conditions, la notion du mérite ne joue quasiment aucun rôle. Prenons la dernière, celle de la responsabilité civile pour les dommages matériels qu'on a causés. Si on applique la notion du mérite et de la responsabilité personnelle, alors on devra accepter le scénario suivant. Si un homme pauvre, un pauvre campeur qui ne s'est pas assuré, provoque involontairement un incendie qui a causé des dégâts considérables, il est juste qu'il passe toute sa vie à rembourser une somme énorme, telle qu'il ne lui resterait plus rien pour garantir une existence décente. Il a causé l'incendie, même si c'est involontaire, il n'avait qu'à pas être négligent ou il n'avait qu'à s'assurer et travailler pour payer son assurance au lieu de passer ses jours à camper et rien foutre. Donc, il a ce qu'il mérite. Mais ça, on est d'accord, c'est exagéré. Personne ne considère que le mérite et la responsabilité individuelle justifient tout ce qui peut arriver à quelqu'un ou qu'ils peuvent demander de quelqu'un de donner plus qu'il ne peut. Donc, si on doit admettre la notion de la proportionnalité des compensations à payer par rapport aux dommages causés, on doit aussi utiliser ce qui est approprié dans le contexte de la justice contractuelle. Ici, ça va être le consentement plutôt que le mérite qui déterminera si le campeur a l'obligation de ne pas payer ou de l'obligation de payer ou s'il peut en fait être acquitté de payer ses dégâts. On voit si le campeur a consenti au contrat social, par exemple. Ça, c'est souvent oui, il y a consentement, mais comme on a vu, la justice contractuelle, dans sa version moderne, ne sacralise pas le consentement non plus. Si le consentement se fait dans des conditions qui mettent les vulnérables dans une position très désavantageuse, on peut transférer le contrat à d'autres parties qui paieront pour les dégâts, par exemple.
En tout cas, on estime qu'il est inacceptable de priver quelqu'un d'une vie décente juste parce qu'il a causé des dégâts, surtout si c'est involontaire. Encore une fois, selon Keller-Hals et Languin, ou Languin, je ne sais pas comment ça se prononce, je devrais vérifier avant de commencer mes vidéos, moi, à chaque fois. Il y a en fait plein de facteurs qui rentrent en jeu et qui demandent d'autres indicateurs de justice à part le mérite ou la responsabilité personnelle. Par ailleurs, la justice contractuelle, dans sa version classique, présente les contrats comme le résultat d'accords entre des volontés libres et individuelles. C'est comme s'il n'y a pas en fait de limitation au contrat interpersonnel, genre que tout ce qui fait un contrat n'est pas extérieur à la volonté libre, à la libre volonté des parties. En gros, rien ne limite la volonté de celui qui entre dans une relation contractuelle, et donc il doit en fait accepter les conditions et les obligations qui viennent avec ce contrat. Ici donc, la notion de mérite et responsabilité justifie tout ce qui s'ensuit de ce contrat. Aujourd'hui, heureusement, on reconnaît que les volontés ne sont pas si libres que ça et n'entrent pas forcément volontairement dans des contrats qui peuvent leur offrir certains avantages, mais à un prix qu'on ne peut pas en fait, qu'on peut se demander si ça vaut ses avantages en fait. Comme on a dit, il y a des gens qui donnent leur consentement par nécessité économique ou pour échapper à la misère, un peu comme dans l'émission Apprendre ou à laisser avec Arthur. Il y a eu en fait des scènes qui ont refait surface récemment de cette émission et c'est extrêmement gênant à regarder. Genre le jeu en fait, pour ceux qui savent pas, c'est des gens en fait qui reçoivent une boîte avec une somme dedans et ils doivent éliminer les autres boîtes et au final, la boîte qui leur reste, c'est celle qui l'emporte et reçoivent en fait la somme contenue dedans. Plus exactement, ils la partagent en fait avec quelqu'un d'autre et donc les sommes peuvent aller d'un centime jusqu'à des centaines de milliers d'euros. Mais c'est juste un jeu de pur hasard en fait. Il n'y a pas de moyen de savoir ce qu'il y a dans les boîtes. Et donc les personnes qui participent à ces jeux, très souvent c'est des gens qui sont dans la merde. C'est des gens en fait qui ont des dettes à payer ou qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de lit. Donc déjà en fait le jeu est horrible parce qu'on dirait un jeu où on se divertit sur la misère des pauvres. Mais en plus de ça, Arthur, donc l'animateur de l'émission, il harcèle sexuellement les participantes devant les caméras. Genre, regardez vraiment les extraits, le mec il est vraiment malsain. Et donc il y en a qui vont dire personne n'a obligé ces femmes d'aller en fait à cette émission et se laisser toucher et humilier par Arthur. Elles étaient consentantes. C'est une en fait rencontre libre entre des volontés individuelles. Et c'est là où on voit la limite de la justice contractuelle classique, qui utilise des notions comme le mérite ou la responsabilité individuelle pour faire en sorte que les contrats rendent légitimes des situations de domination. Normalement, Arthur devrait être incapable de faire ce qu'il fait sur le plateau de son émission. Mais sous prétexte que c'est un contrat, la domination devient légitime. Et toutes ces femmes, et les hommes aussi, parce qu'ils provoquent et ridiculisent les participants aussi, ces participants et participantes n'ont pas à se plaindre, sous prétexte que, contrat. Du coup, avec la version moderne de la justice contractuelle, on dit qu'il faut prendre en considération les facteurs économiques, culturels, psychologiques, sociaux, qui peuvent en fait utiliser le contrat pour légitimer une domination. Si tu ne prends que le critère de la responsabilité individuelle comme le veulent les conservateurs, c'est ça en fait, c'est ça ce que tu fais. Tu légitimises des dominations, tu profites en fait que des gens sont dans des situations vulnérables et donc ils ne peuvent pas refuser ces contrats et qui les mettent en fait, qui demandent d'eux, qui font des choses qui considèrent dégradantes pour eux, pour leur self-esteem, pour leur psychologie, etc. Donc aujourd'hui, on a bien conscience de ces facteurs et on a toutes les raisons de ne pas douter de leur rôle dans la prise de décision de ces volontés, pas si libres que ça finalement. Comme dit Augien, il n'y a aucune raison décisive, conceptuelle ou empirique, d'aller contre ces idées désormais bien acceptées. Elles tendent à aligner la justice sociale sur la justice contractuelle collective moderne et non sur le contrat classique qui glorifiait la rencontre libre des volontés individuelles. Donc, on a vu déjà que les deux notions de justice sociale et contractuelle ne sont pas forcément alignées avec des notions de mérite et de responsabilité individuelle. Et lorsqu'ils le sont, c'est toujours avec des notions de mérite et de responsabilité de la classe dirigeante, ce qui est très suspect. Le sens commun, l'intuition commune, celle qui est en fait la plus partagée, semble juger ce qui est juste selon
selon d'autres notions que le mérite et la responsabilité individuelle. Et donc, puisque le mérite et la responsabilité individuelle sont des valeurs individuelles, elles correspondent le plus, en fait, elles correspondent plutôt, on va le voir, presque uniquement à la justice pénale. En d'autres termes, vouloir juger ce qui est juste en fonction du mérite et de la responsabilité individuelle, c'est vouloir aligner toutes les formes de justice sur la justice pénale. Mais heureusement, il y a plein d'arguments philosophiques qui nous empêchent d'aligner les deux. Parmi eux, Ogien donne une expérience de pensée. En fait, c'est une expérience proposée par David Bonin, je crois, hein, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, encore une fois je ne sais pas, mais en tout cas c'est dans un livre qui s'appelle The Problem of Punishment, donc David Bonin, B